Bienvenue à notre épisode d'introduction du balado au cœur des bois, le balado qui vous parle des bois et de la forêt, de la nature, des forestiers et de tous ceux qui dépendent de la forêt. Aujourd'hui, nous avons un de nos très estimés professeurs. Je te laisse te présenter. Maxime Maltais, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce que tu fais dans ta vie, Maxime? Bien, certainement. Premièrement, je voudrais vous remercier, les gars, d'avoir pensé à moi. Avec Je suis plaisir. je trouve ça vraiment sympathique. Je trouve ça le fun que les professeurs du Cégep de Chicoutimi là, puissent avoir leur moment là, sur votre plateforme. Donc, un projet super intéressant et innovant. Donc, félicitations à vous autres. Là. Je suis sûr que ça va être un franc succès. Merci beaucoup. C'est super. Nous Le autres. fameux, Oh, c'est bon ça. notre Ok. affiche. Sinon, elle va vous manquer, mes chers viewers. Excellent. Moi, d'abord, c'est ça que je vous disais là, en intro tout à l'heure. J'aimerais bien là, me présenter. Vous me connaissez, mais on va dire qu'est-ce que je suis ou d'où je viens. Moi, j'ai fait déjà des stages en foresterie là, dès mon jeune âge. J'avais 16 ans. Puis, j'ai trippé au fond sur le métier. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis inscrit au cégep de Chicoutimi là, pour devenir un technologue forestier. Puis, après ça, après cette première année-là, je savais c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis, je me suis tout de suite là, envoyé là, dans l'ingénierie pour faire mon baccalauréat. Puis, ça a été un 5 ans d'études là, fort utile, mais que j'ai eu bien du plaisir à faire. Puis après mes 5 années, ben, j'ai resté un petit peu là-bas 2 ans. J'ai fait contre-maître de coupe. Puis ensuite de ça, là, les autres années, là, je me suis revenu dans la région. Pour faire la profession pour une firme d'ingénierie. Puis j'ai eu la chance de pratiquer pendant quelques années. Puis depuis 2014, là, je suis au Cégep de Chicoutimi comme enseignant. Puis je suis aussi l'ingénieur forestier, le responsable de la forêt-école là, de Simon-Couche. Donc depuis 2017. Donc ça fait déjà 8 ans là, qu'on est en collaboration avec l'UQAC là, dans ce beau parcours-là qui est la forêt-école, qui est vraiment Génial. intéressant. Très intéressant. Comme vous pouvez voir, nos chers viewers, nous avons quelqu'un de très, très, très concerné par le sujet. Et donc, nous allons bientôt commencer notre trame. Notre trame qui va s'aborder surtout sur l'histoire de la foresterie, comment on enseigne la foresterie et les différents métiers, et bref, de quoi vous introduire, car ça sera notre premier épisode. Nous Avant de allons... commencer, moi, je vais avoir une question. Qu'est-ce Oui. qui t'a donné l'envie d'être professeur? Tu nous as dit que du coup, tu étais contremaître sur les chantiers de couple. Qu'est-ce Oui, qui t'a tout à donné fait. l'envie vraiment d'enseigner, Oui, de poursuivre de dans cette partager? lignée-là. En fait, j'ai le coup de cœur avec l'enseignement, c'est les gens qui sont devant nous. Tu sais. En fait, c'est ça la profession de l'enseignement, qui est une autre profession que la nôtre, là, qui est, moi, ma profession ingénieur forestier, là, on va dire de profession. Mais j'ai appris à devenir un pédagogue, à devenir un professeur. Puis, je vous dirais, c'est la clientèle là, qui nous amène vers ça. Bon, peut-être les aptitudes aussi, là, donc aimer partager notre savoir-faire, nos connaissances, ça c'est quelque chose, mais aussi tout ce que les étudiants nous redonnent en retour, là, c'est la partie, je dirais, là, qui est vraiment enrichissante là, au Et puis niveau de l'enseignement. satisfaisante. Oui, ouais, qui est satisfaisante en plein ça. Donc, des fois, on a nos petits désespoirs, puis des fois, on a les super beaux rapports qu'on dit, oh, wow, c'est super. Des bonnes surprises. Ouais, des belles surprises, exact. Espérons qu'on fait partie des bonnes surprises. Ouais. Tout à fait. Donc, en tout cas, on te remercie encore d'être ici. Et du coup, tu parles de ton métier de forestier, mais depuis quand ça existe, le métier de forestier? Bien, ouais, je trouve que c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu poses là, dans le fond? Le métier de forestier, quand l'Amérique s'est faite conquérir, le métier de forestier, il avait pas le choix de devenir qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait de la ressource en abondance, hein, donc par défaut, quand on a voulu coloniser le Québec, on a dû exploiter la ressource, puis elle était en abondance. Donc, le tout a commencé avec les mâts de bateau en Outaouais. C'était assez de base, mais il y avait des grands besoins en Europe dans ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu tranquillement là, toute l'industrie forestière là, qui est venue s'établir là, par la suite. Là. Tranquillement, on va dire, mais c'était quand même la source là,
le moteur économique a décollé là, à partir de la forêt. Là. OK, tu as parlé donc des mâts, mais la foresterie s'est grandie avec les mâts des bateaux pour les navires anglais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le bois tout simplement pour le bois d'œuvre, la construction et ensuite la pâte et papier, je suppose? Oui, tout à fait, oui. Et C'est donc je bien me ça. demande, à quoi ça ressemblait la foresterie avant? La foresterie d'antan? Bien, dans le temps, là, tu sais, moi, c'est sûr que là, je suis pas si vieux que ça, tu Oui, sais. je me doute. Mais si je peux reprendre un petit peu les paroles de mon grand-père, qui lui l'a vécu, là, tu sais, qui date il y a 98 ans, mon grand-père. Ah oui. Puis c'est un forestier de l'ère de cette époque-là. Puis la foresterie d'avant, c'était une foresterie où est-ce que les gens étaient appelés à faire de l'agriculture l'été. Ils étaient appelés à aller l'hiver dans les camps, là, passer là, des périodes de temps là, pour justement faire l'exploitation forestière. Ça venait comme, on va dire, fermer la saison là, de l'agriculture qui, elle, se passait seulement en saison estivale. Puis les temps étaient quand même assez difficiles dans ce temps-là. Hein. Tu m'étonnes. Si on pense à toute la partie, là, la coquerie là, qu'ils appelaient dans ce temps-là, les gens partaient avec des poches de l'or, puis ils se faisaient un petit feu, puis ils partaient avec ça, c'était gelé. Fait que là, l'idée, c'était de faire dégeler ça, puis ils rajoutaient des bines au travers de ça qui se trouvent à être plus les protéines. Puis ils mettaient ça dans des tranches de pain. C'était ça qui leur donnait l'énergie. C'était super gras. Ouais. Mais dans ce temps-là, ils pouvaient dépenser des centaines de calories là, dans une journée. Donc, Ouais. c'était un métier qui était quand même très exigeant là, au niveau corporel. Au niveau mental aussi, tu sais, ça montait dans le bois sur des chevaux. Ça a pas la même classe Non, c'est que sûr. nous autres avec les camionnettes maintenant. Là. Puis rester dans les conditions où ils étaient dans les camps, et cetera aussi, là, ça joue pas mal Ouais, sur le ah oui, mental. tout à fait. Une autre anecdote qui me contait, c'était le moment du coucher, là, juste avant d'aller dormir. Là, ils rafraîchissaient leur sapinage. Là, j'étais là, c'est quoi ça? Dans le fond, il n'y avait pas de matelas. C'était seulement des bases de lit en bio. Puis là-dessus, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient mettre des branches de sapin pour que ça soit plus confortable. Oh. Donc, ils déployaient une couverture là-dessus. Puis c'était ça leur couchette pour la nuit. Donc, il y a quand même c'était quand même, quand on parle de foresterie dans le temps, il y a comme tout cet aspect-là qui vient avec, là, on n'a même pas parlé de la journée de travail. Hein. La journée de travail, eux, c'était aussi, partaient avec leur hache. Puis là, il y en a certains qui disaient, là, je pense plus à d'autres comptes, là, mais à d'autres gens qui disaient, et là, on restait assis, on attendait. Je dis, OK, mais vous attendiez quoi? Ben, on attendait que le soleil se lève. Donc, il arrivait vers 4 heures du matin en forêt. Puis dès que le soleil se levait, là, il commençait les travaux. Fait que c'était des horaires de travail là, incroyables, là, où est-ce que chaque minute comptait. Du lever au coucher Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tant qu'il y a de la lumière, Ouais, c'était ça on exactement. continue. Puis il était payé aussi à la production. Donc, Ah bah oui. ça date là, de ces aires-là aussi, où est-ce que chaque bio avait une certaine valeur, on va dire. Là. Très Ouais. bien. Et du coup, beh, par rapport à tout ça, toutes les valeurs qu'on vient de parler, tout le travail qui était effectué à l'époque, qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui? Quelles sont les valeurs qu'on a aujourd'hui différentes qu'on avait à l'époque? Peut-être sur la vision de la forêt, sur la façon dont s'en occuper? Ouais, c'est intéressant ta question dans le sens où ben, tu sais, si mettons on repart, tu sais, parce que la vision, elle a changé beaucoup parce qu'il y a eu un ère industrielle qui a embarqué, tu sais, si on met un petit peu dans le temps, on peut penser, là, on pense des années 1900, mais après ça, 1950, 1960, 1970, ben là, on est parti de la hache, on est allé au ciot, on est allé à la scie mécanique, on transportait le bois à partir de chevaux. Maintenant, ensuite est arrivé le débardeur à câble qu'on appelle la débusqueuse maintenant. Puis il y a une petite anecdote comme ça, petite parenthèse. Dans le fond, pourquoi on appelle ça une débusqueuse? Ouais, Les pères, les grands-pères disent ça, j'avais une débusqueuse. Ben, c'est parce que le débardeur lui-même fait l'action de débusquer sur de longues distances. Donc, à partir du moment qu'on actionne les câbles, OK. c'est l'action de débusquer. D'accord. Donc, d'où l'origine du mot débusqueuse que vous ne trouverez pas dans les dictionnaires. Si je me trompe pas, du coup, débusquage, c'est vraiment tirer le bois. Oui. Débardage, c'est plus porter le bois à l'extérieur du bois, En plein des ça. forêts. Ouais, c'est exactement ça.
Donc, on est dans l'appropriation culturelle, Ouais. là, où est-ce qu'on invente des mots à partir d'une action, là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Et pour revenir à ta question, Alexandre, dans le fond, toute cette industrialisation-là a fait en sorte que, à un moment donné, on se disait que la ressource était inépuisable parce Ouais. que plus on allait vers le nord, ben, plus il y en avait de la ressource. Puis moins il y avait de gens. Donc, la ressource était toujours très abondante jusqu'à un moment où est-ce que là, les chemins, tranquillement, commençaient à se rejoindre. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet aspect-là, on va dire philosophique, à dire hey, comment qu'on va devoir prendre soin de la ressource? Est-elle inépuisable? Tu sais, à un moment donné, la question, elle devait se poser. Puis c'est plus dans cet aspect-là là, que la foresterie d'aujourd'hui a changé par rapport à celle d'antan, là. Donc on fait vraiment plus attention qu'à l'époque. On cherche vraiment à s préserver notre forêt plutôt que produire absolument, ce qu'on en a Oui. besoin. Puis on a des concepts d'aménagement maintenant là, qui sont en place, qui font en sorte que on s'en va pas juste de gauche vers la droite ou l'inverse ou du bas vers le haut, un petit peu comme on était en train de le faire, de partir du sud, monter vers les régions plus nordiques. Là, à partir de ce moment-là, on est plus dans un aménagement dans lequel on pense, on va plus penser à compartimenter, à laisser des arbres debout, ainsi de suite, là, pour essayer là, d'espacer dans le temps et dans l'espace, là, nos impacts là, qu'on va avoir sur la ressource là, en allant l'exploiter. Sans parler du fait qu'il y a aussi la régénération qui est très importante et qui est vraiment pris en compte dans les schémas forestiers aujourd'hui, alors que avant, disons que le reboisement, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était d'aller bûcher, 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 encore bûcher, et on ne pensait pas à ce qui allait derrière. Parce que généralement, c'était construit, c'était aménagé pour l'agriculture ou pour les habitations. Ben, tout à fait, c'est ça. Puis, tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est important parce que à un moment donné, ce qu'on s'est dit, ça serait bien qu'on ait des gens qui vont prendre soin de cette ressource-là. Puis on va éduquer les gens pour justement essayer de faire un aménagement là, qui va ressembler un petit peu plus à ce qui devrait se faire naturellement. Donc, on se concentre à faire comme le naturel fait pour maximiser non seulement les rendements, mais améliorer également les écosystèmes. Oui, tout à fait, c'est en plein ça. Nous, tu sais, avec l'ère d'aujourd'hui, dans les années 2000, il y a eu quand même des bons bouleversements là, au niveau des entrepreneurs. La certification forestière est entrée aussi. Donc, ce que ça a fait en sorte, c'est qu'il y a il y a beaucoup de petites compagnies ou d'entrepreneurs qui, eux, ont baissé les bras puis ils ont changé de carrière, on va dire. Donc, ça a fait en sorte qu'on a eu on a moins d'entrepreneurs, mais ça a fait en sorte aussi que l'industrie a voulu protéger ces entrepreneurs-là. Donc, en les éduquant en plus. Donc, justement, là, comme tu disais, c'est plus par un aménagement écosystémique là, qu'on exploite la forêt maintenant. Et Qui donc, dans l'aménagement écosystémique, donc, la première chose, tu avais dit que lorsqu'on coupait, on devait régénérer tout le temps. Mais quelles sont les autres mesures écosystémiques auxquelles on pourrait penser et que la plupart des gens ne pensent pas forcément? Ben, il faut savoir qu'avant la nouvelle loi, là, en 2013, là, ce qu'on avait, c'était des objectifs là, de mise en valeur, donc de protection et de mise en valeur du territoire. Là-dedans, on peut penser à l'orniérage, donc la protection des sols, aussi à la protection du milieu aquatique. C'était des éléments qui apparaissaient pas nécessairement dans la loi. Et tout ça a changé en 2013 avec la nouvelle loi sur l'aménagement forestier, dans lesquels, justement, on parle de l'aménagement écosystémique qui vient rattacher tous ces éléments-là de protection du territoire. Puis l'aménagement forestier, tu sais, on fera pas une très grande on fera pas tout le contexte de ça, mais c'est vraiment de mesurer les écarts entre la forêt avant que l'industrie s'installe, donc la forêt pré-industrielle, et la forêt d'aujourd'hui, la forêt aménagée. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est réduire les écarts entre ces deux types de forêts-là. Donc, quand on prend la forêt pré-industrielle, on prend la forêt aménagée, ben, quand on vient voir les écarts qu'il y a entre les deux, ben, ça devient des objectifs à atteindre. Là, c'est là que ça devient intéressant puis qu'on est capable d'avoir des cibles. Fait que maintenant, les gouvernements travaillent beaucoup dans ce sens-là. Donc, quand on fait nos prescriptions sylvicoles, les ingénieurs forestiers, ce qu'on désire, ben, c'est de faire des prescriptions qui vont aller se rattacher un petit peu plus à l'ère à l'ère pré-industrielle dans lesquelles il y avait plus un cycle naturel là, de l'évolution des peuplements forestiers. Donc c'est vraiment, ouais, important là, pour bien mettre le point dessus. À l'heure d'aujourd'hui, la forêt, on la coupe pour son «bien-être» entre guillemets. On la coupe plus pour nos propres intérêts, mais on la coupe de façon à ce
qu'elle soit le plus naturel possible et non le plus adapté à notre façon de faire, mettons, là. Exactement. Je trouve que, tu sais, dans ce que tu viens de dire, tu viens de parler de développement durable. Tu sais, dans ce C'est ça. contexte-là, c'est vraiment dans ce contexte-là que ça a été développé. Où est-ce que, effectivement, on vient plus juste répondre à un besoin. On vient répondre à un besoin parce que les besoins sont là. On est présent, on vit, on consomme, on est des consommateurs. C'est de comment on veut consommer finalement. Fait que ça vient tout rattacher le développement durable, là, la sphère environnementale, économique et sociale. Puis on essaie de retrouver un équilibre parmi tout ça. Ça reste des concepts. Par contre, on essaie de cibler le centre des 3 sphères pour venir faire l'aménagement. Puis la loi est montée pour avoir les outils pour atteindre la durabilité des forêts. Fait que on y va de façon générale, mais ça donne quand même un bon coup d'œil là, sur ce qui se fait en ce moment. Et pour revenir un peu sur la notion que tu viens de dire, le fait on va dire qu'on soigne les forêts, il faut prendre en compte, messieurs, dames, que lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a une épidémie de tordeuses ou qu'il y a le moindre problème, ça va redémarrer la forêt. On va dire les arbres anciens vont mourir, remplacés par les nouveaux. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait tout et qu'on prenait tout. Du coup, c'était pas forcément bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on va couper, donc ça va permettre aux nouvelles plantes de repousser. On va laisser sur place les arbres morts, l'histoire d'avoir de la matière organique. On va faire en sorte de laisser un maximum de matière organique sur place et d'arranger en laissant des arbres à importance phonique. Bref, on fait en sorte que lorsque les humains passent, c'est comme si un incendie passait. Ça veut dire que la nature va reprendre ses droits comme elle le ferait après un incendie. Enfin, on essaye de le faire. C'est pas encore parfait, mais on va y arriver, croyez-moi. Et donc, on va revenir sur le sujet plus des métiers de forestier et quels sont les différents métiers qu'on peut trouver en foresterie. Dans ce cas-là, moi, j'irais plus avec des sphères, puis les gens qui travaillent au milieu de ces sphères-là. Donc, si on y va plus avec les gens qui vont travailler dans la sphère de la foresterie, tout ce qu'on pourrait penser, il y a les opérateurs de machinerie lourde, que tous ceux qui vont opérer soit les multifonctionnels pour faire l'abattage, le façonnage des bois. Mhm. Ensuite de ça, on pourrait penser aussi aux sylviculteurs. Donc, tous les gens là, qui vont travailler à l'aménagement des forêts. Donc, les reboiseurs, les débroussailleurs, les gens qui sont sur le terrain, vraiment ceux là, qui vont mettre en œuvre là, tous les plans d'aménagement. Ensuite de ça, on a aussi les techniciens forestiers, les technologues forestiers. Donc, il y a quand même il y a ça aussi là, à prendre en compte. C'est vraiment les acteurs dans lesquels qui vont mettre en place sur le terrain les actions. Puis ensuite de ça, ben là, on parle des biologistes et des ingénieurs forestiers là, qui sont présents. Souvent, les biologistes sont comme on pense pas souvent à eux, mais ils sont derrière beaucoup de prises de décision. Donc, on pourrait penser, mettons, aux 20 mètres de protection sur le long des lisières boisées, sur le long des cours d'eau. Ben, c'est tous des éléments là, scientifiques dans lesquels là, il y a eu des approches là, pour dire, bon, c'est-tu 20 mètres, c'est-tu 30 mètres, c'est-tu 60 mètres? Bien, il y a eu tout cet arbitrage-là, c'est fait dans le temps, c'est grâce aux biologistes, c'est grâce à toutes les connaissances des gens là, qui se sont mis la main à la pâte puis qui ont pris des décisions, là. Donc, il y a quand même plusieurs acteurs en foresterie. Je pense aussi aux épidémies pour les biologistes, là, Oui, tout à l'étude, fait. là, on parle tellement en ce moment de la tordeuse et bourgeon de l'épinette. Oui. On a énormément su et énormément compris de choses grâce à ces études, grâce à ces inventaires-là qui ont été faits. Ah oui, tout à fait. Toute la partie faunique aussi, là, avec les animaux, Ouais. le gibier. Donc, on pourrait penser à toutes ces sphères-là, là. Donc, il y a quand même plusieurs métiers qui se rapprochent, qui viennent chercher le monde forestier. Et ça va rester les métiers de terrain parce qu'il y a aussi beaucoup de métiers qui vont se faire dans les bureaux du gouvernement parce qu'on peut penser à des ingénieurs qui vont régler ça depuis leur bureau ou sinon Géomaticien. géomaticiens et même administrateurs ou législateurs. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut les faire, c'est loi sur la foresterie. Tout à fait. Tantôt, c'est ça, je disais, il y avait tous ces gens-là. Puis au niveau des sphères, ben, il y a les sphères de l'exploitation forestière. Vous en avez nommé quand même quelques-unes, hein. La protection contre les insectes ravageurs, la protection contre les incendies de forêt. Ensuite de ça, il y a le côté environnemental aussi, où est-ce qu'on a Canard illimité aussi, là, dans lesquels les gens, là, on a des technologues là, qui ont passé parmi nos portes, qui sont rendus là.
Ensuite de ça, les sociétés civicoles, les coopératives, les entreprises privées. Donc, c'est tous des gens là, qui vont être appelés à œuvrer d'une façon ou d'une autre. Les infrastructures forestières, les routes, les ponts, les ponceaux. Donc, là aussi, là, on va avoir des gens là, qui vont être des acteurs là, principaux là, pour tout le développement là, au niveau forestier. Ouais. Je trouve que c'est un point important, on va pas s'attarder dessus, mais les chemins, là, donc c'est vraiment ça, c'est toutes les compagnies qui utilisent ce territoire, heu, payent et mettent de l'argent dans le chemin et tout ça, que tout le monde pourra utiliser. Les chemins publics, en quelque sorte, là, Oui. sont quand même entretenus et cetera par toutes ces personnes-là. Ils œuvrent quand même pour aller s'ils passent et qu'ils dégradent le chemin, ils vont faire en sorte de le rétablir après pour, vraiment minimiser leur importance au niveau du public aussi, là. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un des aspects justement social dans Ouais, lesquels souvent, étant donné que les compagnies forestières sont toujours là, puis c'est elles qui mettent ça en place, souvent on les prend un petit peu pour acquis. ouais. Puis on pourrait penser ici juste ce qui s'est passé là, cet hiver avec le déblaiement du chemin là, qui mène vers à Saint-Fulgence. Là. Il y a eu quand même plusieurs inquiétudes là, à savoir si le chemin allait être ouvert. Puis ça, c'est souvent des acquis dans lesquels justement les compagnies forestières sont déjà là, tout est ouvert, tout le monde a accès au chalet, tout le monde a accès au relais de motoneige. Donc oui, effectivement, c'est un bon point que tu apportes. Et donc, pour les métiers qu'on va dire plus dans la sphère de la foresterie, Oui, ceux qui travaillent concrètement en forêt, oui. est-ce que le fait de travailler en forêt représente un danger? Hey, c'est une bonne question, ça. Dans le fond, le danger, nous autres, en foresterie, ce qu'on va faire beaucoup, c'est on va faire des analyses de risques. Donc, on peut pas dire qu'il y a pas de danger, puis il y a pas de risque. Dans le fond, souvent, on est appelé à aller en forêt, sur de longues distances. On est souvent seul ou sinon en équipe de 2, mais tu sais, il y a le médecin, il est loin, tu sais, il y a pas il faut être débrouillard. Donc, le niveau de risque, habituellement, ce qu'on essaie de faire, puis dans le passage, justement, là, par ici, en tant que professeur, on essaie là, on a mis la santé-sécurité, nous, dans le programme, comme étant une compétence transversale au niveau du programme. Justement, c'est pour que les étudiants puissent reconnaître les risques, puissent les gérer, puissent en prendre soin de ces risques-là. Autrement dit, juste être capable de les reconnaître, c'est déjà un bon indice. On ne fera pas de fausses manœuvres. Le port des EPI, des équipements de protection individuelle, pas une élimination au risque, mais sont une diminution du risque. Donc, D'accord. encore là, en commençant par soi-même, parce que en foresterie, ce qu'on aime bien dire, c'est la santé-sécurité passe par soi-même, donc par les individus eux-mêmes. Donc, je vous dirais, c'est-tu dangereux? Ben, chaque corps de métier ont leur danger. Par contre, en diminuant le risque, en faisant attention, on vient se protéger de cette manière-là. J'oserais dire que non, c'est pas dangereux et que les compagnies forestières ont des grosses cotes en santé et sécurité parce que justement, c'est des milieux éloignés. C'est là Ouais, c'est très isolé. c'est là que ça se passe beaucoup. Là. Tu sais, étant donné qu'on est loin des accès, c'est là que le risque augmente. Fait que Il y c'est a pour ça qu'on il y veut a le la diminuer chance autant que d'avoir possible. énormément de cours, pas de santé sécurité, mais qu'on appelle ça Le secourisme. de secourisme, voilà, de premiers soins, c'est ça que je cherchais. On donne le cours ici, par exemple, dans le DEP, là, mais c'est bien de savoir qu'il y a énormément de personnes et que quasiment tous, je vais dire, les forestiers sont formés pour au moins la base des blessures, au moins le moins important, hein, parce que solation l'été, Ouais. des coupures, quoi que ce soit, c'est très vite arrivé, Les donc guêpes, les oui, piqûres. absolument. C'est des affaires qui sont incontrôlables en quelque sorte. Tu sais, ça arrive. On est en forêt. Donc, ça peut arriver à tout moment. Là. Ce qui est préparable, par contre, c'est de prendre un EpiPen au cas où quelqu'un est allergique aux piqûres de guêpe. Ça, c'est Exactement. possible. Trousse de secours complète. Puis c'est pour ça aussi que dans la réglementation, ce qu'ils vont demander, ils vont demander aux employeurs, ben, ayez au moins un travailleur sur 5 là, qui puisse aider les autres, qui puisse avoir son cours. OK, ces cartes, ouais. Donc, qui ait ses cartes. Donc, c'est tout dans le but, justement, là, de diminuer justement le danger là, du travailleur. Ce qui est une bonne chose finalement. Ouais, Parce que même avec la proximité qu'on a avec la nature, le risque zéro est loin d'être au zéro. Le risque zéro n'existe pas, quoi. exactement. Mais bon, il faut qu'on se prépare et surtout que le fait qu'on sait qu'on est à côté de la nature fait qu'on fait quand même un minimum attention. On fait attention, on met les pieds et on fait gaffe à pas courir vers un arbre, par exemple. Plein de petites raisons qui font que même si c'est dangereux, on fait gaffe.
Exactement. Puis même les premières années, là, quand vous arrivez, là, vous vous en souvenez peut-être pas, mais les premières choses qu'on vous demande, c'est quand vous êtes en forêt, si vous voyez un chicot, faites pas par exprès pour aller vous accoter dessus. Essayez pas de le shaker. C'est toute de l'initiation à la forêt et ses dangers. Fait qu'on commence par ça, puis après ça, là, Commencer à avoir les réflexes aussi de ouais, mettre les EPI, ouais, tout à fait, même ouais. quand c'est pas forcément, c'est pas que c'est pas obligatoire, même si forcément le danger est pas imminent, là, de l'avoir juste pour avoir l'habitude, puis le geste de le mettre, Ouais, tout à fait, ouais. L'habitude, c'est un c'est bon ça. mot. On a parlé de tous les métiers qui rapportaient à la forêt, de tous les moyens qu'on mettait en œuvre dans nos forêts. Est-ce que ça reste rentable, du coup? On imagine que oui, mais à quel point? Comment ça se passe niveau rentabilité, vu les moyens qu'on déplace pour achever, tous nos travaux, toutes nos actions? Ouais, je comprends le sens de la question. C'est sûr que moi, je suis pas la personne, mettons, je suis pas un industriel, je suis Non. pas, je suis dans le domaine de l'éducation, là, évidemment. Quand on parle de rentabilité, c'est qu'on couvre nos coûts, c'est-à-dire qu'on réussit à dégager des revenus là, supplémentaires là, dans lesquels une compagnie peut croître. Donc, est-elle rentable? C'est sûr que ça appartient, je vous dirais, à chaque compagnie forestière, à chaque entrepreneur forestier, à chaque coopérative, à chaque société. Mais évidemment, oui, la forêt demeure quand même un élément, là, un marché rentable dans la mesure où, tu sais, c'est comme, on le fait pour la nature, mais en même temps, les compagnies, ils doivent être rentables, tu sais, c'est parce qu'il Ah faut que, tu oui. sais, il faut que ça demeure des bons postes de travail. C'est pas comme le domaine manufacturier là, dans lequel là, on a le marché qui est là, puis on génère des quantités incroyables. On est plus un petit peu, si on pense plus à l'aménagement forestier, ben, on est plus dans faire croître la forêt, on veut la cultiver. Donc, effectivement, ça prend un certain sens de rentabilité. Puis, effectivement, les compagnies forestières sont là. J'espère bien qu'elles vont demeurer. Mais au niveau, si on pense plus à l'industrie du sillage, par exemple, là, c'est sûr C'était ma prochaine qu'on question. ouais, c'est ça, on est beaucoup dépendant là, du marché américain, qui est notre plus proche collaborateur là, en termes de vente. On ne peut pas le nier. C'est la réalité. Au-dessus de 70 des exportations là, qui vont aux États-Unis. Donc, c'est non négligeable. On voit un Pareil. petit peu avec l'instabilité du marché là, du moment là, que il y a toujours moyen. Là, il faudrait mettre les œufs un petit peu plus dans d'autres paniers. Je pense que ça pourrait être d'une bonne envergure là, de le faire là, assez rapidement. Par contre, ça demeure des voisins. Hein. Fait que, Ouais. il faut vivre avec ça. C'est surtout qu'ils sont à côté, c'est accessible en camion et entre mettre du bois dans des camions, entre mettre du bois dans des avions, c'est pas du tout la même chose. Non. Ça n'a pas du tout le même prix et dans tous les cas, même si que vous voudriez exporter le bois à l'extérieur, c'est pas forcément facile de le mettre, dans des bateaux, dans des avions. Ouais. Donc c'est toujours de la complexité. Donc oui, c'est rentable, mais la situation actuelle fait que Oui, ça fait un peu mal, quoi. ouais, exactement. Mais du coup, même si là, on a parlé du sujet un peu plus économique, comment elle est vue, la foresterie, par les gens, par le social, par les gens qui ne sont pas forestiers? Une autre bonne question. Évidemment, moi je dis toujours que c'est les gens qui sont le plus proches de la forêt, qui sont le plus concernés. Puis je trouve que c'est les plus conscientisés aussi par rapport à la foresterie. Je veux pas trop polariser ça avec les gens ruraux, urbains, et ainsi de suite, là, mais il en reste pas moins que quand tu le vis, quand tu es au quotidien proche de la forêt, ben, à un moment donné, tu comprends son importance. Puis, c'est quand même 60 000 emplois directs là, au Québec pour ce qui est de la foresterie. C'est quand même beaucoup. Puis, au niveau de l'acceptabilité sociale, il y a quand même beaucoup de chemin à faire là-dedans parce que ça passe souvent par, on va devoir le dire, mais ça passe souvent par les grandes villes. Donc souvent, ces gens-là ne sont pas aussi à l'actualité. Ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous en région. Des fois, on dit ben ça passe pas au niveau de la communauté, mais c'est quelle communauté? C'est local, régional, provincial. Là, il faut aussi amener cette ère-là. Fait que avec la nouvelle loi sur les forêts, avec les tables GIR, la gestion intégrée des ressources et du territoire, tous les acteurs sont invités à la table pour prendre des décisions. Ça a été un point fort là, de la nouvelle loi.
Donc, on ose espérer que cette nouvelle loi-là va faire son œuvre. Et on espère aussi que les acteurs, ceux qui sont là, quand je vais vous donner un exemple concret, là, quand la compagnie forestière va aller exploiter la forêt, puis il y a un vigilateur qui est là, puis qui a besoin de faire son entrée de chalet, ben, pourquoi pas, là, justement, là, faire un 30 mètres, puis lui donner cette opportunité-là via l'exploitation de la ressource là, pour améliorer son sort. Toutes ces petites actions-là qui vont faire en sorte qu'il va y avoir de l'acceptabilité sociale. Puis, on voit ça de plus en plus. On est Ouais. beaucoup mieux informés qu'à l'époque. Là, on a beaucoup Ouais. plus de partage à ce niveau-là. C'est sûr qu'il nous reste des personnes qui sont encore avec une ancienne pensée, on va dire. Là, on voit encore beaucoup en forêt, dès qu'il y a une coupe, c'est ah, c'est juste de la coupe, c'est pas beau. Alors, effectivement, c'est pas le plus joli, là, mais c'est Ouais. pour repartir sur une base saine. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes encore qui le comprennent pas forcément, mais on voit de plus en plus dans les nouvelles générations une compréhension sur ça, là. Quand on va planter, pour avoir planté un petit peu l'été passé, ou aider à planter en tout cas, on voit vraiment la différence entre certains villégiateurs qui sont juste à côté et qui sont les premiers concernés et qui vont être ouverts à la discussion, qui vont être, ouverts à ce chantier-là et des personnes qui viennent là juste, passer des vacances ou qui viennent pas de ce domaine-là, qui ne sont pas entre guillemets «les premiers concernés», qui vont avoir plus Ah de ouais. qui vont être plus rébarbatifs au «changement» entre guillemets, qui vont C'est ça. Quand tu disais tous les acteurs, est-ce que tu peux me faire une petite liste de tous ces acteurs, histoire qu'on se rende compte? Mais bien sûr, dans le fond, quand on est sur le territoire, vous allez vivre ça, là, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient relever là, tous les gens qui vont participer à l'utilisation du territoire ou de la ressource. Fait qu'on dit territoire ou ressources. Là. Fait que dans le fond, on peut penser aux industriels, on peut penser aux clubs de motoneigistes, aux clubs de quad, on peut penser aux pourvoiries sur le territoire, on peut penser aux ZEC. Donc, on peut penser aux trappeurs, on peut penser aux organismes de bassins versants, les compagnies forestières, le ministère. Il y a quand même beaucoup d'acteurs. C'est ça qu'on entend par acteur. Puis, sur les tables de concertation, là, il y a toujours un représentant qui est là pour toutes les organisations. Donc, s'il y a 3 ZEC, ben, on va avoir un représentant pour les ZEC qui, lui, va parler au nom des ZEC parce que les besoins sont différents là, par rapport à le motoneigiste, par exemple. Fait que ça fonctionne un peu de cette manière-là. Très bien, donc c'est de très longues réunions, ça c'est sûr. Oui, Mais au moins, des bons débats. ce sont des réunions qui arrivent potentiellement à mettre tout le monde d'accord, ce qui est déjà pas facile. Ouais. parfait. Mais je pense qu'on va être bon du côté foresterie. On aimerait maintenant rentrer peut-être un peu plus heu, dans l'école, dans l'enseignement, donc on en a parlé un petit peu au début Ouais. et qu'on est nous dans un DEC, d'une formation pour devenir technologue forestier. Tu es notre professeur et on aimerait un petit peu, que tu nous parles du coup de cette formation pour ceux qui ne nous connaissent pas, de la faire connaître un petit peu peut-être? Ouais, c'est bon ça. Ouais, je vais profiter du moment pour peut-être différencier le technologue, comme Oui, tu l'as ouais, dit, absolument, là. avec le Les technicien. différentes formations comme ce Tout à fait. programme. En fait, les 2 candidats vont être appelés à aller en forêt, là, ça, on se le cachera pas. Ce qu'on a de plus, c'est dans le fond, c'est que le technologue forestier va faire 3 ans au niveau collégial, dans lesquels on va un petit peu plus y aller dans l'informatisation. Donc, c'est cette sphère-là qui va différencier vraiment le technologue du technicien, là, on va se le dire, là. Donc, par des compétences technologiques là, qui sont plus élevées. Donc, on passe plus de temps dans la technologie. C'est pas qu'ils sont meilleurs. Le technologue n'est pas meilleur. Non, il va sortir avec des compétences différentes. Donc, c'est souvent ça là, qui va différencier les deux. C'est ça. Fait que technicien, donc qui est donné dans un DEP, sais-tu à peu près la formation, combien de temps elle dure? Exactement. Ouais, ça dure environ un an et demi. OK. Ouais, Fait que donc on a un DEP d'un an et demi pour technicien forestier et on passe à nous 3 ans donc de exact. de technique pure pour, technologue forestier En et tu plein nous ça. parlais de ton parcours aussi au début. On a Oui. une possibilité avec l'UQAC par la suite, donc à l'université? Oui, c'est, l'autre côté intéressant aussi là, au niveau de la technologie forestière. Si on a l'engouement ou l'énergie là, de poursuivre ses études, vous pouvez aussi là, accéder au palier universitaire. Donc, ça donne les chances d'être accepté pour l'autre niveau, pour devenir ingénieur forestier. Éventuellement une maîtrise, doctorat, mais ça rouvre la porte là, pour le prochain niveau ouais, voyons, d'études postsecondaires. Fait que là, on a vraiment 3 grades différents, donc on Ouais, part de technicien pour les études les plus simples,
technologue pour finir ingénieur forestier. Et donc évidemment, chacun ne fait pas le même travail et c'est vraiment des formations complètement différentes. Oui, en plein ça. Ouais, on parle d'études simples, mais tu sais, c'est toutes les sphères ont leur complexité, là. Donc, puis nous autres, au cégep de Chicoutimi, la façon dont on a monté le programme, c'était intéressant aussi parce que dans le fond, les premières années, là, on est plus à reconnaître la ressource, donc l'identifier là, un petit peu, là, comme on voit là, chez, mettons, les plantes, les arbres, les sols. Donc ensuite de ça, c'est la première année est montée ainsi. La deuxième année, c'est plus l'interaction au niveau de la ressource. Donc, comment qu'on va pouvoir associer telle technologie, pourquoi le bouleau jaune va pousser à cet endroit-là, il ne poussera pas dans l'autre endroit. On est plus dans l'interaction au niveau du sol, la biomasse aérienne, on joue plus dans cet aspect-là. Puis en troisième année, encore là, avec les outils technologiques, là, on vous amène plus dans la gestion de la ressource. Que là, on parle plus d'être un chargé de projet là, lorsque les technologues ont fini avec nous autres là, après le parcours de 3 ans. Là, on va parler plus d'un chargé de projet, bras droit de l'ingénieur forestier, capable de faire des suggestions là, au niveau des travaux. Donc, c'est comme l'achèvement, on va dire. Là, c'est monté dans ces trois sphères-là. Très bien, très bien. Et donc, comment ça se passe un petit peu? Donc, cette formation, on parlait que ça faisait 3 ans, donc forcément un deck découpé en 6 sessions. Et on a évidemment les cours de base, hein, généraux comme d'habitude. Dans les cours techniques, plus, on a beaucoup de sorties. On a Oui, tout à fait. Les sorties, on a assez désorganisé là, autant que possible pour venir consolider là, tout ce qu'on vous donne comme information, là, comme théorique, on va dire. Ensuite de ça, une fois qu'on a dit la théorie, on s'en va sur le terrain puis on l'applique directement. Ben, surtout, c'est, ce qui est le plus le fun, c'est tous les rapports hein, qui viennent avec ça, hein, les gars. On a Mais, hâte des petits rapports, nous. C'est l'année prochaine pour nous. les forestiers sont souvent appelés à faire des rapports, donc des rapports techniques, des rapports terrain là, qui viennent un petit peu consolider tout ça ensemble là, suite à la prise de données, voir un petit peu c'est quoi les niveaux là, de difficulté, après ça, à quoi ça va nous servir, puis à faire l'analyse des chiffres. Donc, Ouais. on ne demande pas juste de faire de la prise de données, on demande aussi des réflexions là, qui viennent et avec ça. l'analyse des résultats aussi. L'analyse des résultats exacts, ouais. Ouais, donc fait vraiment, on met énormément en pratique, ce qu'on apprend. C'est pas juste de la théorie, on va Non. vraiment aller sur le terrain, mettre en pratique ce qu'on a appris, puis Ouais. être entre guillemets «directement plongé dans le bain». Ben On est oui, en plein capable ça. de faire nos stages en plus, première année. Oui, première année, deuxième année, donc il y a les stages qui sont là. Puis nous autres, le corps professoral, on essaie aussi là, d'avoir les technologies les plus à jour aussi pour vous autres, là, pour vous autres, puis pour l'industrie, puis pour le ministère, puis pour la foresterie elle-même. Là. On essaie tout le temps là, d'être à la fine pointe là, pour que vous arriviez là prêt, puis pas de surprise. C'est ça. Puis pas juste en technologie aussi, même les cours, on voit que ça a changé. Je pense l'année Oui. dernière, il y a eu des modifications dans la formation pour être le plus adapté, puis le plus proche au final de ce Oui. qu'on attend d'un technologue. Oui, puis on essaie tout le temps de regarder un petit peu notre clientèle, comment elle réagit là, par rapport à ces changements-là. Fait qu'on essaie tout le temps d'avoir la meilleure ligne directrice là, pour votre formation académique aussi. Là. Ouais. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu dirais qu'il y a peut-être plus ou moins d'achalandage dans la technique forestière? Non, je te dirais, tu sais, nous autres, on a vécu au niveau économique en 2008 une crise économique, puis on avait eu 3 étudiants cette année-là. Donc, depuis 2000, moi, je suis arrivé en 2014, donc je vais parler de ce que je connais, mais depuis 2014, on est quand même assez stable là, avec des cohortes là, qui rentrent dans les alentours de 20, on va dire entre 25 et 20 étudiants. Puis, règle de pouce, là, à la fin, il en reste la moitié. Ouais. Fait qu'habituellement, là, c'est pas mal ça, l'ordre général des choses. Là. Et nous, ça s'est dégagé assez vite, Ouais, c'est ça. malheureusement. Mais c'est correct aussi, tu sais, c'est des études postsecondaires. Fait que les individus, ils apprennent à se connaître. On se Puis cherche, on puis se ouais, cherche, évidemment. puis il y en a qui s'en vont ailleurs. Tu sais, c'est pas une défaite. Non, non, C'est absolument pas. c'est une réussite en soi personnelle de reconnaître que finalement, j'aimerais mieux un autre corps de métier. Bien, on s'en va directement là-bas, on perd pas de temps. Là. Puis on a un exemple que finalement, même si c'est pas ce qu'on pensait vouloir faire, la personne est allée ailleurs essayer quelque chose d'autre, finalement n'y a pas trouvé sa place et est revenue dans le cours et Oui, ça a été possible du coup de la reprendre oui, elle a pas recommencé au début dans le fond, vous avez été capable de lui faire reprendre, entre guillemets «là où elle s'était arrêtée» là, peut-être oui. avec des petits ajustements évidemment? Puis, tu sais, au travers de ça, là, les premiers cours, la première session, là, introduction à la profession, là,
un cours là, qui semble facile ou peu importe, là, je ne sais pas comment je pourrais le nommer, là, mais ce cours-là, il vient chercher aussi à ce que vous cherchiez à dire c'est ça que je veux faire ou c'est pas ça que je veux faire. Fait on est déjà en train de vous jouer un petit peu là, au travers là, vos connaissances, puis dire toi c'est ça que tu veux faire. Là. C'est un peu ça, c'est à ça qui sert le cours aussi. De Ouais. toute façon. Et je trouve que l'organisation du cours que vous avez fait est vraiment, vraiment en lien avec votre logo, justement. Ouais, Le logo qu'on affiche ici. ouais, super, il y a ça. Donc, Et du coup, à quoi il correspond ce logo? ben, là, dans le fond, le logo, il a fallu que je retourne voir un petit peu mes affaires, là, parce que justement, j'en parlais en fin de semaine, puis je disais à quoi ça ressemblait. Fait que je m'étais quand même pas trop trompé. Dans le fond, la partie du haut qui se trouve être le paysage fait référence à tout ce qu'on connaît là, de la foresterie avec une forêt bien tissée là, en unisson. Puis ensuite de ça, dans la partie plus basse, au niveau du logo, qu'est-ce qu'on va avoir? On a comme les ronds qui représentent des bio. Donc, il y a des grumes forestières là, qui vont représenter plus l'industrie, puis toute la transformation de la matière ligneuse. Puis son fond, un petit peu plus brunâtre, fait référence aussi au sol. Donc, la matière sur laquelle la matière première tient, qu'elle réussit à croître. Fait que ça vient tout se consolider, tout ça, par la feuille, qui, elle, représente l'ensemble du domaine forestier là, dans lequel on œuvre. Et un des aspects qui est souvent un petit peu négligé de ce logo-là, c'est tout l'aspect, oui, il y a la feuille, mais c'est comme une petite vague. On voit que ça part du haut, ça s'en va vers le bas, puis ainsi de suite. Ça vient un petit peu représenter aussi les fluctuations qu'on a, oui, dans le marché de l'industrie forestière, mais aussi au niveau de l'accessibilité sociale, dans lesquelles où des fois, on va faire des bons coups, parfois, on va faire des mauvais coups, mais pour montrer aussi toute cette fragilité-là. Donc, le logo, dans sa globalité, représente plusieurs éléments dans lesquels les forestiers, on se reconnaît, puis qu'on est capable d'aller rechercher là, les petites subtilités, puis qu'on se souvient pourquoi on fait ce métier-là au final. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Enfin, c'est un logo qui a été vraiment mûrement réfléchi apparemment. Et en plus, très joli. Un jour, j'aurai mon Audi's. Ce logo-là aussi, ça provient d'une idée d'un professeur au département Ah, c'est vrai. qui a eu l'idée de faire un concours de logo parce qu'on avait un vieux logo là, qui datait là, des années 80-90, je dirais. Puis on a décidé de renouveler ça. Puis c'est un étudiant comme vous là, qui a pensé à ce logo-là. C'était un concours. Puis c'est lui qui nous a amené tout ça, cette sphère-là. Puis on trouvait ça super intéressant. Puis Oui, on a dit clairement. go. Très intéressant. Tu nous parlais de date justement, on l'a pas abordé. Depuis combien de temps la formation existe? Depuis combien de temps la technologie forestière est disponible là chez Coutimi? Ben, c'est le plus vieux programme, là. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, ça, mais c'est le plus vieux programme qui se donne en foresterie depuis 1950. Donc, on est super fiers de ça. Là. Je niaisais un petit peu avec un compliment ou un défaut, mais c'est nécessairement une qualité parce que, dans le fond, on a l'expertise, on a aussi le fait qu'on est dans une région forestière hein, Oui. qui est de grande envergure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on est super fiers d'être sur le territoire. Puis C'est beau. ça continue. Ah, il faut. Ouais, Il faut 75 ans, c'est pas fini. ouais. C'est beau. Et pour finir ce balado, j'aimerais une question très importante. Oh, allez-y. La question qui est, quelle est la différence est-il entre un forestier et un naturiste? Oh, OK, c'est quand même assez profond, là. Oui. Donc, moi, ce que je dirais, là, à première vue comme ça, c'est que je dirais le forestier, là, vous allez toujours pouvoir le reconnaître. Là, habituellement, il devrait avoir un casque sur la tête. Fait que si vous demandez lequel des deux est naturiste, là, un des Celui qui deux a pas de casque. qui va avoir un casque, qui n'aura pas de casque, exact. Très bonne question, Mathéo. Merci beaucoup. C'était très beau. Bon, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va clore cet épisode. En tout cas, je remercie à vous tous d'avoir continué à regarder jusqu'ici. Ouais. Ensuite, je te remercie toi, Maxime, d'avoir participé à ce balado. Je remercie Johan qui est en train de gérer la technicité. On voit ta main, on la voit pas. Ok, tout va bien alors. Et ensuite, je nous remercie tous les deux. Puis je remercie aussi surtout la technologie forestière qui nous a permis de faire ça. Ce balado n'aurait même pas eu lieu sans la technologie forestière et sans le cégep de Chicoutimi. Ouais, c'est Donc super, ça. merci à toi, merci à tous les professeurs qui nous enseignent Ça fait et plaisir. merci à tous. Merci à Merci tous beaucoup. et on se retrouve pour le prochain épisode.